Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour, une lecture un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous lire quelques extraits du dernier ouvrage de l'anthropologue Nicolas Nova qui s'est éclipsé ce 31 décembre 2024 et qui revient nous taquiner comme ce petit peuple dont il parle. Son dernier ouvrage s'intitule donc « Persistance du merveilleux, le petit peuple de nos machines » et il est paru aux éditions Premier Parallèle en 2024. Premier extrait de l'introduction. On l'appelle la grotte aux fées, la gaulée des failles en patois, parce que la cavité en hébergeait jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'était il y a quelques décennies. Il y en avait partout de ces créatures. La forêt, plus haut, avait la réputation d'être infestée de servants, ces petits lutins facétieux qui pouvaient protéger le bétail ou faire toutes sortes de farces. Genre jeter des sorts, chaparder des trucs ou mettre vos affaires sans dessus-dessous pendant la nuit. Comme dans la grange, là en bas. Il y en avait dans les bois, dans les lacs ou dans ces parois rocheuses, mais ils se sont volatilisés. Tout ça a foutu le camp. J'en ai entendu beaucoup, des anecdotes comme celle-ci, recueillies auprès d'un guide dans un vallon savoyard. Les récits d'exil des fées ou d'autres créatures de la petite mythologie, cet ensemble de légendes populaires locales qui se distinguent des mythes antiques, forment depuis bien longtemps un thème récurrent chez les conteurs ou les poètes. À telle enseigne que cet exil est lui-même un motif folklorique qui correspond à l'entrée F388 de l'immense inventaire des situations types des contes populaires qu'est la classification Arne-Thompson-Hutter. Ces récits servent souvent à faire le constat d'un monde en voie d'extinction, en particulier en Occident. Comme l'a expliqué un spécialiste des elfes, nous ne verrions plus le petit peuple et les entités du merveilleux jadis connues, craintes ou respectées, auraient tout bonnement disparu. Ce qui relèguerait ces créatures fabuleuses dans une sorte de bestiaire passé, sauf pour quelques-uns qui, comme lui, sauraient encore les repérer. J'ai avalisé ces constats pendant un temps. À l'évidence, pensais-je, les êtres fabuleux ont disparu. Volatilisés, les fées avec les folatons et autres loups-garous. La rationalité occidentale aurait triomphé de ce petit peuple avec lequel nous avons cohabité tant de siècles. Mais je me suis rapidement demandé s'il ne s'agissait pas de constats erronés, si ces observateurs regardaient au bon endroit, et si ces figures du merveilleux n'avaient pas non seulement subsisté, mais circulé puis occupé un milieu bien différent des forêts, des montagnes et des lacs. Celui que composent nos ordinateurs, nos smartphones et nos consoles de jeux. Voilà une vingtaine d'années que je mène des enquêtes sur les usages du numérique et que je suis frappé par la persistance dans ces appareils d'un certain nombre de figures du merveilleux ou de la mythologie. Pensons aux trolls qui perturbent les échanges en ligne, à ces petits programmes nommés daemons qui font tourner des tâches de fond dans nos systèmes d'exploitation, aux lutins, sprites, qui désignent les images en 2 dimensions superposées aux décors de jeux vidéo, aux multiples virus dont certains sont qualifiés de vers et qui infectent ces appareils, aux bugs qui viennent également perturber nos usages, aux chevaux de Troie qui infiltrent nos machines. Sans parler des cas plus flagrants de rumeurs de fantômes qui hantent les réseaux. Utilisateurs de ces machines, nous passons notre temps à nous frotter à cette ménagerie, à parler de et à certaines de ces créatures, à en subir les effets ou à documenter leur présence. Si nous, occidentaux, ne percevons plus la présence de tous ces protagonistes du merveilleux que sont les fées, les gnomes, les hommes des bois ou les esprits divers qui peuplaient forêts, montagnes et lacs, nous en côtoyons d'autres, dont les noms et les caractéristiques héritent du bestiaire fabuleux antérieur. Telle est l'hypothèse que je creuse dans le présent ouvrage, en abordant cette ménagerie aussi banale que peu traitée et qui se niche dans des dispositifs injustement décrits comme froids, désenchantés et désespérément rationnels. Si les bestiaires et leur logique compilatoire connaissent un retour en grâce, ce n'est pas la voie que je poursuivrai dans cet ouvrage. Mon objectif est plus analytique. Il vise à comprendre ce que sont concrètement ces entités pour celles et ceux qui les créent, les côtoient, les utilisent ou les subissent. Qui est là dans nos machines? Qui les peuple au quotidien? Et de quelle manière? J'aborderai ces questions au prisme de plusieurs enjeux. D'abord en décrivant ce à quoi ces créatures ressemblent et surtout comment leur présence se manifeste concrètement aux utilisateurs d'ordinateurs, de consoles ou de smartphones.
Cette approche fait écho à toute une lignée de travaux en anthropologie qui s'intéressent de longue date aux effets de personnes, c'est-à-dire aux multiples façons dont minéraux, animaux, végétaux, objets, images, reflets ou ombres se voient traités comme des individus avec lesquels nous entretenons des relations. Étudié depuis les débuts de la discipline, ce thème connaît un regain d'intérêt depuis une quinzaine d'années avec l'avènement de cette nouvelle classe d'objets que sont les robots et les créatures de jeux vidéo. Ces entités partagent des propriétés symboliques avec les autres objets du monde, tout en s'en distinguant du fait des interactions qu'elles rendent possibles. Échanges vocaux en situation de coprésence ou à distance, incarnation physique plus ou moins humanoïde, capacité d'interaction simultanée avec plusieurs personnes, etc. Au-delà du « qui est là ?», cet ouvrage entend aborder les relations que nous nouons au quotidien avec cette ménagerie numérique. Quels liens les utilisateurs d'ordinateurs, de smartphones ou de consoles de jeux établissent-ils avec ces créatures de pixels ? Comment formulent-ils leurs échanges éventuels ? Ces créatures sont-elles juste perçues, remarquées ou véritablement prises en considération ? Ces interrogations concernent les multiples façons dont les humains attribuent un caractère animé ainsi qu'une certaine autonomie aux animaux, aux végétaux, aux motifs paysagers ou encore aux objets techniques. Elle renvoie au thème bien connu en anthropologie de l'animisme, cette manière de penser le monde en attribuant une forme de vitalité aux êtres vivants non humains, aux éléments ou aux artefacts. Plutôt cependant que d'affirmer que nos rapports avec les entités numériques relèvent de cette notion autour de laquelle les anthropologues s'écharpent, j'aborderai ici les choses de manière plus pragmatique et non sans prudence, en m'attachant à décrire les subtilités des relations qui nous unissent à ces entités. Sur la base d'une description des divers liens que les utilisateurs de ces technologies entretiennent avec la ménagerie numérique, je montrerai donc comment ces interactions s'établissent en continuité ou non avec celles qui nous liaient aux créatures merveilleuses passées, ainsi remises au goût du jour dans nos ordinateurs, smartphones et consoles de jeux. En d'autres termes, à décrire le folklore numérique. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.